Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle réunion, ce rendez-vous mensuel autour d'un thème sur le M&A. L'idée aujourd'hui est de parler de la consolidation de son secteur. Donc, on s'adresse principalement à des entrepreneurs qui ont une société et qui veulent aller acquérir des nouvelles entreprises pour gagner des parts de marché, pour s'étendre au niveau géographique ou développer son groupe de manière générale en faisant des acquisitions stratégiques. L'idée aujourd'hui, c'est encore une fois d'accompagner et d'apporter un petit peu d'informations à tous les dirigeants qui pourraient avoir envie de se lancer dans cette expérience. Le groupe WeDoIn est un groupe qui est concentré sur le conseil financier, sa globalité, que ce soit sur le placement ou que ce soit sur le haut de bilan. Donc, je vais passer la parole à Thomas Fertin qui, au quotidien, travaille sur des acquisitions, des cessions ou des levées de fonds et qui accompagne les dirigeants, notamment dans la consolidation de leur secteur et dans leur développement stratégique. Alors, bonjour à tous. On va faire juste un petit zoom sur les activités de WeDoIn Corporate Finance. On a une activité qu'on répartit en trois grandes catégories, que sont la transaction d'entreprise, l'achat-vente d'entreprise. Donc, nous, on est intermédiaire du début à la fin du dossier. C'est-à-dire qu'il met en place une stratégie de vente ou une stratégie d'acquisition. Eh bien, on se place d'un côté ou de l'autre, en buy-side ou sell-side, dans les opérations. On a également une deuxième activité qui est donc l'accompagnement stratégique, qui est l'accompagnement des entreprises dans leur croissance. Alors, ça peut être de la croissance externe, ça peut être la mise en place de stratégies, de changement de stratégie, la mise en place de process internes, etc., etc. On accompagne pas simplement sur une opération, mais sur 1, 2, 3, 5 ans des entreprises. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les opérations financières, que sont les levées de fonds, via les fonds partenaires FCPR que l'on a au sein de WeDoIn en partenariat avec une société de gestion, ou tout autre fonds nationaux avec lesquels on travaille habituellement également, qui font partie de notre réseau. On a également quelques investisseurs privés qui nous permettent d'avoir des solutions de financement à très court terme. Et l'ingénierie financière fait justement partie de ce grand métier quand il faut sortir minoritaire, faire rentrer un investisseur, faire monter les managers au capital, etc., etc. C'est des opérations purement financières. Bon, concernant le build-up ou la concentration de marché, en ce moment, pour faire simplement un petit point, 2021 était une année record vis-à-vis des opérations M&A, donc transactions d'entreprise. Il y a plusieurs points qui ont favorisé cet aspect. Premièrement, il y a le fait qu'il y ait eu énormément de liquidités sur les marchés, parce que beaucoup de fonds d'investissement en 2020 sont mis un petit peu en retrait, ont attendu de voir un peu comment évoluer le marché. 2021 a été une année record pour les fonds, une année record pour les cabinets de fusion-acquisition et une année de record pour également les sociétés de transaction services. Donc voilà, 2021 a été une excellente année. Il y a eu pas mal de différences par rapport au secteur. On a eu des vendeurs plus jeunes, on a eu moins de départs en retraite, plus d'opérations avec des valorisations à la hausse. Ça a été une année de concentration de marché et c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Une stratégie de build-up, il s'agit de faire des multiples acquisitions sur une période donnée. Je vous donne un exemple. Voilà, moi je fais 5 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, je veux en faire 50 dans 5 ans. En croissance organique, ça risque d'être très compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher du chiffre d'affaires ailleurs. Donc on va faire des multiples opérations. Il faut savoir que gérer des multiples opérations, le plus dur à cadencer, parce qu'on parle de cadence, c'est la partie financière. Parce que visiter des entreprises, entre guillemets, quand on a le réseau suffisant, c'est pas très compliqué. Arriver à faire des LEI, des offres d'achat qui soient intéressantes pour tout le monde, si on se met au prix et qu'on n'est pas trop exigeant sur les conditions, c'est assez facile à faire aussi. La vraie difficulté, c'est d'arriver à coordonner tous les intervenants financiers parce qu'il y a un moment où il va falloir signer, il va falloir payer. Et si on a une opération en septembre, une opération en octobre et une opération en janvier, les intervenants financiers ne vont pas comprendre. En tout cas, avoir plus de difficultés à comprendre. Donc ce qu'il faut, c'est, malgré le fait qu'on ait des cédants différents, coordonner tout le monde pour qu'il y ait un moment, on achète, on paye, on lève les fonds et on paye.
J'ai parlé un peu de croissance organique, croissance externe. Si on doit les définir, la croissance organique, c'est la société avec son périmètre actuel. Elle peut faire de la croissance, c'est-à-dire embaucher des nouveaux commerciaux pour vendre plus de produits. Elle peut innover pour lancer des nouveaux produits, pour pouvoir prendre des parts de marché, faire de l'investissement. Globalement, c'est interne à l'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui ont des croissances organiques. Les startups, elles ont des croissances organiques à 200%, par exemple, ou 1000% pour certaines d'entre elles. Euh, Très bien, elles sont sur des marchés qui sont vecteurs, elles répondent à un besoin, elles n'ont pas trop de concurrents. On peut croître via l'organique. Le problème, c'est quand on a une PME un peu plus implantée sur un secteur un peu plus mature, des croissances à 3 chiffres, ça devient beaucoup plus complexe à aller chercher. Vous aurez beau avoir 250 commerciaux, il y a un moment où il y a une limite technique et le marché ne croît pas à 200%. Donc, quand on est dans ces cas-là, comment est-ce que ça marche? Enfin, comment est-ce qu'on peut aller chercher de la croissance supplémentaire? Eh bien, on va faire de la croissance externe. On va aller chercher des objectifs à l'extérieur de l'entreprise, le périmètre. Donc la croissance externe, bon là on vous a mis la spécialisation et la diversification. Techniquement, nous c'est là où on intervient, c'est bon, quel est le projet? Je veux faire 50 millions d'euros dans 5 ans. Ok, très bien. Vous avez un métier historique. Est-ce que ça serait pas intéressant de se diversifier? Par exemple, on va en reparler, mais on a une société cliente pour laquelle on fait du build-up. C'est un dieseliste qui s'occupe d'installer et de maintenir des groupes électrogènes. Est-ce que ça serait pas intéressant de remonter un peu l'échelle de valeur, d'aller chercher des nouveaux savoir-faire et de devenir technicien industriel? C'est-à-dire que pas simplement poser un groupe électrogène devant un bâtiment, mais également faire l'électricité du bâtiment en question. Voilà. Là, on a plusieurs stratégies. C'est acquérir un savoir-faire différent, acquérir des marchés différents, remonter l'échelle de valeur. Il s'avère que la cible qu'on a identifiée, la société dont je parle est une société en Île-de-France. Eh bien, la cible est allée à Montauban. Bon, bah voilà, on va planter un drapeau à Montauban, on va faire une extension géographique. Donc, c'est-à-dire qu'on va être présent sur d'autres marchés, etc., etc. Ce qui est important aussi de comprendre en complément pour voilà, faire la différence entre la croissance organique et la croissance externe, c'est que les deux sont pas antinomiques. La priorité, c'est d'abord de faire de la croissance organique, puisque en fait, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est sa capacité à innover, à aller chercher par elle-même de la croissance. Et c'est hyper important d'avoir une croissance naturelle. Ça veut dire qu'on a une société qui est tournée vers l'avenir. Et ça, c'est important parce que finalement, le complément de croissance qui va être de la croissance externe va être financé aussi parce qu'on fait de la croissance organique. C'est-à-dire que le financement, les banquiers, même les investisseurs privés, les fonds d'investissement, ils vont se dire, OK, tu fais de la croissance externe, tu vas aller acheter du chiffre d'affaires, tu vas acheter ton confrère, mais est-ce que tu gagnes de l'argent? Et c'est hyper important de se dire, si on commence à avoir une stratégie de croissance externe, c'est d'abord sur mon propre métier, est-ce que je gagne de la valeur? Est-ce que je suis capable d'aller chercher des nouveaux clients tout seul? Est-ce que je suis tourné vers l'avenir? Donc, ces deux stratégies, qui est croissance interne et croissance externe, doivent être vraiment menées en parallèle. Il ne faut jamais se dire, je vais consolider un secteur, je vais multiplier les opérations de LBO, et puis finalement, la valeur que j'apporte dans mon entreprise, elle reste assez faible. Mon métier est mature, il vaut plus grand-chose, les marges sont faibles. C'est jamais une bonne raison d'aller faire de la croissance externe parce que les marges sont faibles ou les marges s'écrasent. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord se concentrer sur la croissance organique, puis après, pour accélérer la croissance, aller chercher des croissances externes. J'ajouterais, pour rebondir là-dessus, que souvent on se dit, A achète B, on va pouvoir faire des économies. Il n'y aura qu'un seul DAF, il n'y aura qu'une seule comptable, il y aura un seul service de recouvrement, que sais-je. Il s'avère que généralement, on constate depuis un certain nombre d'années que les économies qu'on prévoit, il y a une économie qui est généralement, c'est le salaire du dirigeant, parce que une entreprise ne peut avoir qu'un seul dirigeant, mais qu'un seul siège de dirigeant. Bon, on va faire des économies de quelques centaines de milliers d'euros. Finalement, les synergies, les entreprises, c'est pas le tout de dire maintenant je suis propriétaire de B,
Je dégage tout l'administratif de B et c'est mon administratif à moi qui va prendre le relais. Généralement, on se rend compte que c'est très compliqué d'arriver à faire fusionner les entreprises. C'est pas tout d'acheter, mais il faut également faire fusionner. Donc il y a peu d'économies d'échelle à prévoir finalement. On se dit toujours le build-up, on va faire des économies d'échelle. C'est pas vraiment vrai. Sauf si, par exemple, on est dans un secteur de distribution et qu'on a des remises arrière, par exemple, les RFA. Plus on est gros, plus on a de remises. Bon, ben, plus j'achète du chiffre d'affaires, plus j'achète de la capacité de vente, plus j'achète chez mon fournisseur, plus je vais avoir une remise intéressante. Voilà, ça c'est par exemple des économies d'échelle, ou plutôt des profits d'échelle qu'on peut aller chercher. Également, quand on achète une entreprise d'un secteur différent du sien, eh bien, on peut mixer les clientèles et en fait faire de la vente intra-groupe, par exemple. Et là, pour le coup, il y a une vraie pertinence économique à aller chercher du volume. Donc, généralement, on constate pendant les périodes de croissance externe, enfin de build-up, que la rentabilité des entreprises au global baisse un petit peu, 1 ou 2 points de BE généralement. Sauf qu'à partir du moment où on arrête d'investir et qu'on fait fusionner les entreprises et que tout le monde arrive à travailler de concert, c'est là qu'on va chercher une véritable pertinence économique. Donc d'abord la croissance organique, puis en complément la croissance externe pour accélérer, mais pas seulement pour rembourser une dette LBO. Surtout, si on fait de la croissance externe, il faut se dire que ça apporte quelque chose à notre groupe historique. Ça apporte un nouveau carnet d'adresses, ça apporte une nouvelle dimension au business model avec du chiffre d'affaires démultiplié. Voilà, il faut absolument que la croissance externe soit stratégique et que ce soit pas simplement une opération financière. Donc, quel est le process pour un processus de build-up? C'est de suivre un process d'acquisition, mais de le démultiplier. Par exemple, en 2019, j'ai eu l'occasion de travailler sur une triple croissance externe, avec la levée d'un fonds, d'un pool de fonds et un pool bancaire. C'est-à-dire que finalement, il y avait 4 opérations de fonds. On a racheté 3 entreprises d'un coup, et également, on a fait investir des fonds d'investissement, des banques, pour pouvoir mener à bien toute l'opération d'un coup. Donc d'abord, le cadrage du projet, on en a parlé. On va en reparler un tout petit peu, mais l'idée, c'est pas simplement de se dire je vais racheter la terre entière. Si on ne se met pas un cahier des charges, c'est très compliqué. Et on conseille un groupe qui, par exemple, dit moi, en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça ne m'intéresse pas. Bon, bah, très bien. Voilà. Au moins, on cadre le projet. Pour cadrer le projet, nous, par exemple, dans notre processus, bon, bah, voilà, on cherche une boîte d'informatique qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en Nouvelle-Aquitaine. Bon, on va appeler tout le monde pour demander si les personnes pensent à leur transmission. Puis ensuite, un consultant dédié va aller sur place pour rencontrer les dirigeants, faire un point sur l'activité, l'entreprise, faire ce qu'on appelle chez nous un pré-audit. L'idée, c'est de se dire, voilà, on va recevoir la compta c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut prendre la température de l'entreprise, savoir s'il y a un bon climat social, pourquoi est-ce qu'on va voir spécifiquement cette entreprise-là et pas une autre, etc., etc. À partir du moment où on a défini tout ça, on fait une offre. Donc voilà, on vous rachète tel prix, on vous paye 100% tout de suite ou 80% tout de suite et 20% plus tard, une fois qu'on a fait le bilan de cession, les conditions de garantie, les conditions de financement, etc., etc. Une fois qu'on a fait cette offre, le but de cette offre, c'est quoi? C'est de négocier l'exclusivité. C'est-à-dire que quand on va avoir une entreprise, on est potentiellement 5, 6, 10, 15 à vouloir acheter cette entreprise. Le but de signer une offre, c'est de dire, bon, bah, vous arrêtez de discuter avec les autres, vous ne discutez plus qu'avec nous. Parce que nous, on va aller faire des audits. Le but des audits, c'est de vérifier la réalité des actifs et l'exhaustivité des passifs. Le but, c'est pas de remettre en cause le prix de l'entreprise, mais c'est de vérifier que, grossièrement, il n'y ait pas de cadavre dans les comptes. À partir du moment où les audits ont validé que l'entreprise correspondait à l'image qu'on s'en faisait, on fait un compromis de vente. Le but du jeu, c'est de bloquer la vente, comme en immobilier, pour pouvoir aller chercher les fonds bancaires. Parce que une fois qu'on a le compromis de vente, voilà, l'acte de vente sera exactement comme ça. Donc, monsieur le banquier, bah, financez-moi s'il vous plaît. Et une fois qu'on a le financement, on a levé le plus dur, eh bien, il y a la phase de closing. C'est là que la fusion doit commencer à prendre et c'est là que les sujets intéressants démarrent.
Le cadrage du projet, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais globalement, il y a les grands thèmes, c'est vraiment l'expansion géographique, l'atteinte d'une taille critique. Aujourd'hui, c'est moins vrai, mais en 2018-2019, il y a eu un vrai euh, intérêt, il y a eu une vraie consolidation du marché aéronautique où Airbus a dit, bon bah voilà, si vous faites moins de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, je vous dégrade. Et quand on a une note dégradée, ben, on n'a plus de nouveaux projets. Donc il y a eu une course au chiffre d'affaires, pas forcément à la rentabilité, mais il y a eu une course au chiffre d'affaires. Et pour le coup, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce secteur-là. Les valorisations étaient complètement décorrélées de la rentabilité. Mais sauf qu'on n'allait pas acheter une entreprise pour sa rentabilité, on allait acheter une entreprise pour atteindre un certain seuil de chiffre d'affaires pour pas avoir une note dégradée. Il y a une logique économique étonnante, on me dira, mais c'est comme ça. L'acquisition d'un nouveau panel client, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais on a des personnes du secteur du service des entreprises, par exemple, qui au début ne vendent que du copieur, qui finit par acheter une boîte de téléphonie, une boîte d'informatique, une boîte de reprographie, etc., etc. Le but du jeu, c'est qu'au bout d'un moment, on a un panel de 2000 clients. Bah, si on arrive à vendre chacun des services, quand on a 8-9 services différents à pouvoir proposer à nos panels de 2000 clients qui ne sont techniquement que sur un seul métier, ben là, on va faire une croissance organique, du coup, importante a posteriori. Acquérir le savoir-faire technologique, bon, ça c'est très clair. Quand on a une société qui a des brevets, qui a euh, une réputation extrêmement forte sur un marché parce qu'ils savent faire ce que personne ne sait faire, ben, on va aller acheter l'entreprise en question. Pour augmenter l'échelle de valeur, on en a parlé. Supprimer un concurrent, c'est vrai qu'on a déjà été mandaté en disant, ben voilà, lui, il me casse les pieds, je veux le racheter absolument, allez-y et continuez jusqu'au moment où on arrivera à se mettre d'accord. Et la diversification, ben voilà, on en a déjà allègrement parlé, c'est le fait d'aller chercher d'autres métiers. Donc on va vous donner un exemple, j'en ai parlé rapidement, mais nous on accompagne par exemple la société Similaire, c'est donc la fameuse société qui faisait à l'origine uniquement de l'installation et de la maintenance de groupes électrogènes. Donc en 2018, ça faisait 1,5 million de chiffre d'affaires pour 100 000 euros de rentabilité. En 2021, on est sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 million de rentabilité. Donc on voit qu'on a gagné et en rentabilité et en chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 7. L'enjeu, c'est clairement ça, c'est de se dire, bon, bah, voilà, je peux gagner un temps considérable, parce que faire x7 en l'espace de 3 ans, sauf si on est une start-up du numérique, c'est quand même très compliqué d'atteindre de tels niveaux de croissance. Et donc, il y a eu de la diversification, comme vous pouvez le voir, on est passé de 2 à 3 métiers. Nous, on a une mission stratégique, de conseil stratégique et de build-up. Donc, on accompagne cette entreprise au quotidien dans sa croissance. Alors, la contrepartie de tout ça, c'est évidemment que derrière, il y a du financement, hein. Il y a de la dette, sauf que le million d'euros de rentabilité paye la dette. Donc, le dirigeant ne prend pas 1 million de rentabilité en un instant T dans la poche, mais par contre, sur le financement de 7 ans, 10 ans, va désendetter tous les jours un petit peu le groupe et le groupe va prendre de la valeur. Sachant qu'on va continuer cette progression en allant chercher des nouvelles cibles. Et tant que le groupe sera concentré sur sa valeur ajoutée, augmentera son niveau de rentabilité sur l'historique, finalement, les financeurs seront toujours là pour accompagner et dire on va aller accompagner Similaire dans des nouvelles acquisitions. Parce qu'ils savent faire, ils savent aller chercher une nouvelle société et l'intégrer à leur groupe et trouver des synergies qui vont bien pour augmenter la rentabilité totale de l'agrégé. Alors, on a pris un autre exemple où c'est le cas parfait de la société qui fait de la croissance externe et du build-up. On a commencé à travailler ensemble en 2018. Bon, la société faisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 000 euros, et globalement, son métier, c'était d'être vendeur de copieurs Konica Minolta. En 2021, donc les derniers chiffres, parce qu'ils ont continué leur activité de build-up pendant toute la période, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2,6 millions de rentabilité. On est passé de 6 à 25 sociétés, 26 sociétés. Le but était vraiment ça, c'est la diversification poussée à l'extrême. Enfin,
bien sûr, c'est toujours le but du jeu, il y a une entreprise, on peut lui apporter tous les services qu'il y a autour. Donc, on a eu l'occasion d'étudier peut-être une cinquantaine, une soixantaine de dossiers. Voilà. Après, il faut savoir également aussi pas trop se diversifier, se concentrer sur son métier, c'est le service avec des bonnes marges. Mais voilà, c'est une entreprise qui est dans un marché qui est en décroissance. La vente de copieurs, aujourd'hui, la croissance est drivée par l'augmentation du prix de la prestation, mais on parle du sans-papier depuis 15 ans. Bon, un jour, ça va finir par arriver, mais voilà, le but du jeu, c'est mon métier, c'est de vendre des copieurs, je vais me mettre à faire de la GED, à faire de l'informatique, de la téléphonie, etc., parce que c'est des métiers dont on aura toujours besoin. Donc, c'était ça aussi le but de la diversification. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, oui, la croissance externe représente un risque. Déjà, on va démarrer par là. On rachète une entreprise qu'on ne connaît pas. Alors, on la connaît de réputation, on connaît le dirigeant, on connaît parfois les équipes. Il y a des secteurs où c'est des tout petits secteurs où tout le monde se connaît. Mais techniquement, tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas très bien comment ça a été géré. Donc, la consolidation représente toujours un risque, parce qu'il peut y avoir un retournement de marché. On va aller s'endetter pour acquérir une entreprise, entre 80 et 100% du montant de l'opération en question. Si on achète trop cher, on va avoir une dette importante. Si le marché se retourne, eh bien, on risque d'avoir des difficultés à payer sa dette, etc., etc. La diversification, ça représente également un moyen, si on a un marché qui se retourne, par exemple mon marché historique se retourne, mais la société que je viens d'acheter a un marché qui a le vent en poupe, on peut se dire tant mieux, j'ai vachement bien joué ma carte. Mais par contre, on peut aussi se dire, je me diversifie, je vais acheter un nouveau métier, une entreprise qui travaille dans un métier que je ne connais pas, en tous les cas, j'en ai peut-être connaissance, mais je ne suis pas un expert parce que ma société ne fait pas ce métier. Eh bien, on peut se retrouver aussi à se mettre en difficulté via la diversification. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas s'inventer gérant d'une SS2I. C'est un mode de management très particulier, c'est des clients très particuliers. Il faut en avoir conscience, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, nous également, pour pas jouer le rôle de garde-fou. Notre rôle, c'est de conseiller. Quand on se rend compte que le management du dirigeant, sa façon de travailler, etc., risque de ne pas fonctionner avec l'entreprise dont on va faire l'acquisition, c'est à nous aussi d'alerter en disant attention, ça va être très différent, etc., etc. Donc, de toute façon, de manière générale, quand on va faire de la croissance externe, ça représente un risque. La diversification, selon certains critères, peut faire diminuer celui-ci, d'un autre côté, peut les augmenter. En ce moment, on est beaucoup sur l'informatique, SS2I, le domaine de la santé, le domaine de la fintech. En industrie, il y a également toujours des secteurs qui se consolident. Donc la mécanique de précision, il y a moins d'opérations, mais néanmoins, il en reste quand même certaines. C'est plus autant qu'avant, et ça continue. Le monde du transport continue à consolider. La mécanique générale également, qui s'est pas mal consolidée ces 2-3 dernières années. En tout cas, si vous voulez nous consulter, parce que soit vous voulez faire une croissance externe, soit vous voulez tout simplement acheter une société parce que vous êtes une personne physique, on accompagne dans tous les cas de figure à l'achat ou à la cession. Merci à vous. Au revoir.